Alors bonjour Claudia. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on se rencontre pour mener le protocole d'investigation pour la team Grifasi numéro 214, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Donc, ce protocole d'investigation se compose en deux parties, une partie fixe et une partie d'exploration libre. Si tu n'as rien à rajouter, Claudia, on y va. Ok. Alors, tu prends une profonde inspiration, Claudia, très profonde par la bouche, plusieurs fois, et le plus profondément possible. Et maintenant, Claudia, dis-moi comment tu te sens. Très bien, très détendue. Ok. Alors, les expériences de mort imminente rapportées par les survivants nous parlent d'un long tunnel sombre avec une lumière blanche au bout. Je compte de 1 à 3. Et tu me dis, à mon 3, ce qu'est le tunnel et comment il se présente. 1, 2, 3. Oui, je vois cette espèce de tube, si on peut dire, de tunnel. Mmh. Je vois rien de particulier. Vois-tu la lumière blanche au bout? Oui, elle est pas. Oui, elle est blanche, oui, mais c'est vrai qu'elle n'est pas éblouissante en fait. C'est, oui, c'est comme une couleur, oui. Peux-tu me dire autre chose en ce qui concerne ce tunnel? Que perçois-tu? Je vois comme si c'était une sorte d'aspirateur qui. Je vois beaucoup de conscience qui circule là-dedans comme si, il y avait une multitude en fait, comme si c'était quand on voit le sang qui circule dans un vaisseau sanguin, ça fait penser à ça. Mmh. Peux-tu préciser des choses concernant ces êtres que tu perçois? Alors de là où je suis, ça donne cette, impression de circulation où il y a Mmh. beaucoup d'êtres, de Mmh. personnes qui Mmh. circulent là-dedans, qui OK. sont comme emportées, comme dans un espèce de courant. Mais si je regarde de leur, point de vue à eux, c'est complètement différent. Ils se voient pas les uns les autres et ils sont, dans leur, parcours, dans leur histoire. Mmh. Ils reçoivent des informations personnalisées, des images personnalisées. Mmh. Heu, ils cheminent, ils ont pas du tout l'impression d'être, heu, tourneboulés et baladés dans cette espèce de courant. OK. Donc là, c'est très différent pour chacun. Certains, sont arrêtés, regardent autour, d'autres, sont heureux et ils vont comme si, ils volaient, OK. c'est très différent. D'autres sont, je vois, qui donnent la main à des personnes qu'ils ont connues de leur vivant, qui sont décédées, qui sont venues les accueillir, les rejoindre, les accompagner. OK. OK. Peux-tu rajouter autre chose? Sinon, on passe à la deuxième question. Oui.
Observe le corps physique de celui qui vit une expérience de mort imminente lors de la formation du tunnel de lumière et décris ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ben là, en fait, je suis sur la partie physique de la personne, donc il y a eu un espèce de grand, il est sur un lit, un brancard d'hôpital, enfin quelque chose d'hôpital, dans une salle peut-être d'opération. Il y a eu une sorte d'affolement. Il y avait beaucoup d'énergie vive. Maintenant, tout est très très calme. Il est considéré comme décédé. Il y a une espèce de... C'est une seconde d'arrêt dans la salle où ça passe d'une énergie où tout le monde s'activait. Et puis là, d'un seul coup, il considère qu'il est parti en fait. Mhm. Donc voilà, là c'est un grand calme que je vois et le corps qui est allongé là. Mhm. Autre chose. Pour le corps physique, hein, la question Oui, c'était sur le oui. corps physique. Mhm. Non, pour le corps physique, je vois rien d'autre à dire. Ok. Restons maintenant sur ce même individu et observe le cerveau et le cœur lors de la création du tunnel de lumière. Au niveau du cœur, il y a pas d'activité physique. Par contre, il y a une circulation vibratoire. Mhm. Au niveau du cerveau, Mhm. je vois rien. Non, je vois rien. Au niveau du cerveau, je perçois rien. Autre chose. Euh, alors là, je regarde au moment où le tunnel se forme. C'est comme si ça aspirait les corps énergétiques. Mhm. Ou que, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est plutôt cette image-là, oui. Aspirer ou attirer. Oui, attirer, oui. Aspirer, c'est peut-être un peu fort, oui. Ok. Autre chose. Non, non, non. Ok. Alors tu prends une profonde inspiration. Tu remontes tes fréquences. Et question suivante. Le tunnel de lumière que voient les personnes dans le coma, si c'est le cas, est-il différent du tunnel créé lors d'une EMI où le cœur s'arrête pendant une courte période de temps? Oui, alors Mhm. ce que je vois de différent, c'est que sur la personne là, qui était en arrêt cardiaque, qui était dite décédée, le tunnel est vraiment comme un aspirateur ou un aimant. Mhm. Pour la personne dans le coma, il est présent, il est ouvert, Mhm. mais il n'y a pas cette aspiration. Ok. Autre chose? C'est comme si la personne dans le coma pouvait emprunter ce tunnel, Mhm. faire des allers-retours dans le tunnel en fait. Ok. Mm. Ce tunnel de lumière est-il créé à chaque fois qu'on meurt? Oui. Euh,
Mais par contre, ce que j'observe, c'est que il est créé à chaque fois. En revanche, il est pas, il va pas jusqu'au même endroit à chaque fois. Il y a des personnes, le tunnel arrive vraiment très très près d'elles, très proche dans leur espace énergétique. Il y a d'autres personnes où le tunnel est beaucoup plus loin. Quel est le but? C'est pas un but, c'est qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus, où le tunnel va être beaucoup plus facile à approcher jusqu'à elles. Et d'autres personnes où le tunnel, en fait, il y a d'autres personnes qui ont comme une Réticence. C'est pas vraiment une réticence, ouais, comme, comment dire, une souveraineté personnelle, je sais pas comment dire, quel mot, un centrage personnel, enfin une présence, une force, une puissance qui fait que c'est comme si elles étaient entourées d'une espèce d'écran vibratoire et le tunnel s'arrête là, à la, à la limite de ce champ vibratoire. Et donc il y a certaines personnes qui ont ce champ plus développé que d'autres. Autre chose. Non, sauf si tu veux que je cherche autre chose. Là, c'est juste que je vois là. Ok. Maintenant, Claudia, observe la création du tunnel par rapport à l'éther. Aidez-moi ce que tu perçois. À mon 3. 1, 2, 3. Il vient d'une. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais c'est comme un écran noir. Et je le vois enfin, se dérouler depuis cette partie noire à travers l'éther jusqu'aux personnes, en fait, jusqu'aux espaces énergétiques des personnes. En ce qui concerne ce tunnel en rapport avec l'éther, vois-tu autre chose? Je sens qu'il y a des présences, je veux dire autres que humaines, hein, des présences à l'extérieur. Comme s'il y avait une espèce de surveillance ou oui, de surveillance qui est faite. Où se trouve ce tunnel par rapport à l'éther? Où se trouve ce tunnel par rapport à l'éther? Je sais pas, je comprends pas la question. Je le vois dans l'éther. C'est Ok. Autre chose? Non, non. Alors, question suivante, Claudia. Par qui ou par quoi sont générées les sensations et les visions que l'on expérimente dans ce tunnel? Alors, je vois au bout de ce tunnel comme un espèce d'énorme ordinateur ou salle de commande. Et voilà, toute une espèce de programmation informatique qui est, enfin informatique, de programmation.
voilà, technologique plutôt, qui est complètement lié à la vie qu'a eue la personne, la vie qu'elle est en train de quitter en fait, qu'elle vient de quitter. Donc les informations qui sont envoyées à la personne, les images, les sons, les sensations, sont différentes pour chacun en fonction des croyances de la personne qu'elle a eues de son vivant. Exact. Autre chose? Bah, ça a l'air très, très bien, rodé. Il y a pas de il y a pas de enfin, je veux dire, ça a l'air d'être très, très ça a l'air de se faire toujours comme ça, très de façon presque mécanique, il y a pas d'hésitation, il y a pas de choix, de questionnement, tout roule, selon ce processus, programmé, en fait. Programmé, c'est pas le mot, c'est pas vraiment programmé, mais ce processus technologique qui est mis en place à ce moment-là. Il est extrêmement difficile d'y échapper, c'est ça que tu veux dire? Alors, pour la plupart, ils se posent même pas la question hein, d'y échapper. Après, ceux pour lesquels le tunnel est moins proche, bah voilà, je vois la conscience de la personne dans cet espace, dans cette espèce de petite bulle là, qui attend, qui réfléchit. Je vois qu'il y a c'est pas la même fluidité que pour la personne qui ne se posait pas de questions ou qui n'était pas réticente à ce tunnel. Les personnes non réticentes à cette idée du tunnel, à la décorporation, je les vois dans un mouvement de fluidité entrer dans ce tunnel. Alors que pour les autres, la décorporation, elle s'arrête. Il y a un arrêt. C'est comme s'il y avait un moment de choix ou de réflexion. Ok. Veux-tu rajouter autre chose? Juste sur cette image-là, non. Ok. Question suivante. Existe-t-il une relation entre les interférences et le tunnel de lumière? Si oui, décris ce que tu perçois à ce sujet. Je vois des entités à l'intérieur du tunnel et à l'extérieur du tunnel. Donc à l'intérieur du tunnel, bah, en fait, c'est comme une espèce, ça dépend. Il y a des hologrammes qui sont projetés par l'espèce d'ordinateur, là, je sais pas trop ce que c'est. Et puis il y a des entités déguisées, je sais pas comment on peut dire ça, qui sont présentes. Donc ça, c'est dans le tunnel et à l'extérieur du tunnel. Donc il y a des entités de surveillance, là, je sais pas comment on peut appeler ça. Des Et gardiens? puis, ouais, ouais. Et puis à l'autre bout, derrière cette espèce de voile noir, là, d'écran noir, qu'il y a autre chose. Là, il y a d'autres entités là derrière à cet endroit-là, à l'endroit où débouche le tunnel, derrière cette espèce d'écran noir. Ok. Et t'es qui c'est? Non, là ils le sont pas. Enfin, ceux que je vois,
ceux que je vois là qui sont en train de vérifier que tout se déroule bien, que le flux de d'âme, je ne sais pas si on peut dire comme ça, s'écoule correctement. Euh, Ceux-là, je les perçois sans. Enfin, je les vois pas sous une forme humaine ou. Ok. Autre chose? Non, pas sur cette question-là. Alors prends le temps de respirer, Claudia. Tu remontes tes fréquences. Et dis-moi, quel est le but de faire expérimenter une EMI et de faire revenir la personne? Quel est le but pour les entités? Le premier lien, enfin la première chose qui vient là, c'est que les personnes qui parlent de ça, qui expliquent ça, il y en a de plus en plus. Ça permet d'accoutumer, de familiariser les personnes à cette procédure et ça calme beaucoup le flux d'entrée dans le tunnel. Comme si les âmes aspirées étaient beaucoup plus. Parce qu'en fait, eux, ils ont l'impression d'être seuls dans ce tunnel ou avec leur famille ou leur guide ou leur dieu. Mais en fait, le tunnel, il est. Il y a beaucoup d'âmes qui circulent dedans, en fait, enfin, de ce que je vois. Et donc, a priori, ça, c'est comme si ça endormait les questionnements, les rébellions. Et alors, du coup, si tu veux me redire la question, que je retourne voir autre chose, s'il y a autre chose. Quel est le but pour les entités de faire expérimenter une EMI à un individu et de le faire revenir parmi nous? Ah, alors, il y a aussi un espèce de. Les personnes qui reviennent d'une EMI, outre le fait d'en parler, vont changer de vibration. Et bah, il y a une recherche justement de ces vibrations-là. Une recherche pour qui? Mais ces entités font des expérimentations sur ces vibrations-là. Dans quel but, Claudia? Comme de diminuer l'écart qu'il y a entre leur fréquence et celle-ci. Ok. Autre chose? En fait, ces personnes-là je vois comme une espèce d'augmentation des personnes qui entrent dans cette croyance. Et en fait, les croyances sont des fréquences vibratoires que ces entités arrivent à récupérer et arrivent à transformer et à utiliser à leur profit. Et donc du coup, en ce moment, il y a comme un espèce de grand mouvement de croyance dans ce genre de voie-là, ou qui inclut la croyance que les EMI, enfin que après la mort, on arrive dans une zone, enfin qu'il y a quelque chose après la mort déjà, et qu'il y a quelque chose de beau. Cette croyance génère une vibration, une fréquence. Ces croyances génèrent une fréquence qui est récupérée par ces entités. Ok.
Que se passe-t-il lorsqu'un individu refuse d'emprunter ce tunnel de lumière? Y a-t-il d'autres étapes pour ces récalcitrants? Regarde. Alors là, la première scène que je vois, c'est quelqu'un qui a peur. C'est pas qu'il refuse par connaissance, c'est qu'il refuse d'y aller par peur. Mhm. Donc là, il y a tout un tas de. En fait, ça se fait très très rapidement. L'information va jusqu'à l'ordinateur et revient direct. Euh, et entre les deux, ont été analysés tous les éléments de sa vie qui pourraient fournir la réponse adaptée pour permettre à la personne de passer d'une peur à une confiance. Mhm. Donc ça dépend des personnes, Mhm. mais par exemple, comme tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui était accueilli par sa famille. Là, par exemple, cette personne voit arriver vers elle quelqu'un qui lui était très proche et qui était décédée d'ailleurs il y a très très longtemps, mais qui lui apparaît telle qu'elle était au moment de son décès. Et là, ça trouble tellement la personne que ça la met dans une situation de faille. Mhm. Et là, après, c'est très facile Pour eux de pour les cette faire passer. espèce d'hologramme, voilà, de retourner la personne et de la faire passer de la peur à l'état de confiance, de sérénité et d'avancer ensuite. Quel est le but de ces manœuvres? Alors, a priori, de ce que je perçois, après, il y aurait encore, oh là là, c'est comme un citron, c'est terrible comme image, mais j'ai l'impression, c'est comme si on pressait le citron derrière, Mhm. donc comme s'il y avait encore quelques gouttes d'énergie à récupérer. Et Mhm. ensuite, oui, voilà, alors je vois cette image, le citron, entre guillemets, est jeté derrière dans une espèce de grande. Parc. Ouais, oui, un grand contenant Mhm. où tout le monde est. Enfin, tout le monde. Il y a plus de. Il y a plus enfin, il y a plus de. Je sais pas comment dire, tout le monde est empilé, emmêlé, tout est. Ok. Et après, c'est comme s'il y avait un grand lavage de tout ça Mhm. pour faire comme une espèce de transformation en page blanche, Mhm. en pâte à modeler plutôt blanche, dans laquelle on va pouvoir réimprimer, réimplanter tout un tas de nouvelles choses, oui. Pour, oui, maintenant, oui, je vois l'autre côté, oui, ça fait comme une espèce de boucle en fait. Mhm. Mais le retour, c'est effectivement redescendre. Alors, c'est par un autre tunnel. Ça ressemble, c'est un autre espèce de tunnel là, qui redescend dans la matière. Donc, pour une autre incarnation, effectivement. Exact. Donc tu dis qu'il y a plusieurs paliers de façon à nous faire finalement passer de l'autre côté de ce tunnel, c'est ça? Il y a plusieurs étapes. Oui, de ce que j'en perçois, oui, il y aurait plusieurs étapes. Ok, Après, je les détaille. D'ici, de là où je suis, je les détaille pas vraiment toutes. ok. Tu prends une profonde inspiration, Claudia. Tu remontes tes fréquences. Tu te sens parfaitement bien. Et maintenant, parlons brièvement de ces sensations, ou plutôt ces émotions qu'ils nous font ressentir au moment de ces étapes, tunnels ou autres. Que peux-tu m'en dire?
De ce que j'en perçois, sont plutôt des vibrations plutôt de paix, de joie, de bien-être. Comme jamais ressenti sur la Terre? Oui, de grande paix intérieure, de grand calme, d'envol, une espèce de sensation d'envol, d'expansion. Pourquoi nous font-ils expérimenter ce genre de sensations? Ah bah c'est pour complètement lâcher prise sur tout ce qui est doute, questionnement, Mmh euh, esprit critique. mh. Plus la personne est réticente et, en méfiance, Mmh. plus le ressenti qu'ils vont lui envoyer est exceptionnel, incroyable. OK. Il s'agit de perdre aucune brebis? C'est ça? Oui, on peut sûrement le dire comme ça. Tu le dirais comment? Euh, ouais, c'est qu'en fait, déjà quand elles sont avancées comme ça dans le tunnel, il y a quasiment plus de risque d'en perdre. C'est surtout que elles arrivent au bout, du coup, dans un état de mmh, dans elles sont malléables. Mmh. Elles ont plus de sens, du discernement. Elles Mmh. sont comme, heu, le aveuglées, lobotomisées, juste dans une seule direction. C'est, waouh, waouh, donc tout ce qui leur arrive, c'est waouh, donc c'est j'accepte tout, quoi. OK. Alors dernière question. Tu respires, Claudia, et dis-moi comment ou quoi faire pour s'assurer sa sortie de la matrice au moment de notre décorporation? Comment accéder à un autre plan que celui de l'astral? Dis-moi. Alors, quand on se retrouve donc justement, dans cette espèce de bulle, enfin d'espace vibratoire, Mmh. et que on est, si on est dans la catégorie des personnes où le mouvement n'est pas dans la fluidité, qui passe directement de la décorporation au tunnel, si, à la décorporation, il y a ce moment d'arrêt, ce temps d'arrêt, Mmh. et si la personne est très centrée, sans croyance, sans Émotions. sans émotion, et qu'elle est capable parce que à travers sa bulle, ils vont lui envoyer des images. Mmh. Donc il y a selon la personne, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Mmh. Si la personne est suffisamment, Rapide. centrée et non, je vois pas forcément de rapidité, mais beaucoup de centrage et de force intérieure. Alors, la rapidité peut jouer, oui, Mmh. si avant, la décorporation, la personne savait exactement, ce qu'elle voulait faire après et comment. OK. Là, oui, ça peut être très rapide parce que la personne s'est préparée de son vivant. OK. Mais même préparée de son vivant selon, la façon dont elle décorpore, selon la façon dont elle meurt, Mmh. elle peut se retrouver, quand même, très dé bousculée ou décontenancée, quand même. Donc Déstabilisé. déstabilisée, oui. Donc si la personne arrive à ne pas,
franchir son propre espace vibratoire. Mhm. Donc, si elle arrive à ne pas franchir son propre espace, parce qu'à partir du moment où elle franchit son espace vibratoire, de ce que je vois, elle a quasiment toutes les malchances d'être aspirée. Mhm. Par contre, si elle arrive à ne pas franchir son espace vibratoire et à rester là, à se centrer là et à réfléchir avant de sortir, alors là, il y a moyen de faire quelque chose. Ok. Donc là, elle peut, parce qu'elle peut reprendre, enfin, prendre ou affirmer son pouvoir créateur. Donc voilà, il faut qu'elle retrouve ça, qu'elle retrouve son pouvoir créateur, qu'elle retrouve sa puissance, qu'elle se réaligne, qu'elle sache qu'elle est créatrice. Mhm. Et sans émotion aucune. C'est ça. Ouais, ouais, effectivement, ça a l'air d'être important. Oui, pas d'émotion, pas de croyance, pas Aussi. de, juste être focus sur son objectif. Sa libération. Oui, voilà, faire le choix, son choix à elle. Où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. En fait, il faut même pas qu'elle regarde à l'extérieur de cette espèce de petite bulle énergétique là. Il faut pas qu'elle regarde à l'extérieur. Il faut pas qu'elle se laisse, Influencer. ouais, et même, tu sais, quand on te fait regarder ailleurs, heu, détourner son attention. Il faut pas qu'elle se laisse détourner de son objectif. Il faut vraiment qu'elle se ressente, qu'elle regarde qu'elle à l'intérieur d'elle et qu'elle n'observe rien autour. Ok. Il faut pas qu'elle ait de curiosité vers ce qui se passe à l'extérieur. Sinon là, tout un système se met en route et là, elle risque d'être récupérée. Ok. Vois-tu des êtres humains qui ont réussi à s'échapper de ce cycle de réincarnation? Dis-moi. Oui, il y en a. Oui, oui, Sont-ils j'en perçois. sont-ils nombreux? Non, franchement, par rapport à ce que je vois passer dans le tunnel là, non. Ils sont pas nombreux, non. Mhm. Et d'ailleurs, ils sont même pas inquiétés par, les entités que je vois là, autour du tunnel. Mhm. Pourquoi? Bah, justement parce qu'ils sont pas nombreux et parce que, ils sont sur un autre plan vibratoire. C'est comme s'ils avaient une espèce de volonté intérieure, d'assurance intérieure, je sais pas quel mot, employer. Ils Mhm. sont juste ils sont, je sais pas comment traduire ce que je vois en mots. Et alors, avaient-ils des connaissances? Se sont-ils préparés de leur vivant, comme tu disais tout à l'heure? Oui, oui. Oui, tout à fait. Différemment selon les personnes, mais oui, ils se sont préparés. Ok. Veux-tu rajouter autre chose, Claudia? Non, non, je vois rien d'autre. Ok. Comment te sens-tu? Plutôt bien, oui, ça va. Pas de non, il n'y a pas trop de ça va, je me suis tenue assez éloignée et je sens que les vibrations plutôt basses Mhm. que je sens là, qui sont présentes, sont assez éloignées. Je sens qu'elles commencent à remonter dans mes jambes, mais ça va. Non, non, là, Ok. ça va. Mmh. Alors, c'est le moment de couper, Claudia. Tu coupes de cette scène. Tu retournes dans ton espace.
Tu prends de profondes inspirations, très profondes. Tu récupères tes fréquences les plus idéales, les plus parfaites, légères. Et à chaque inspiration, tu les fais circuler en toi. Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à mon 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, parfaitement centré et avec beaucoup de légèreté. Tu peux ouvrir tes yeux et bienvenue dans le présent. Merci. Je te remercie pour ton travail, Claudia, et je remercie tout le monde pour votre écoute. E a bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.